Un rayon de lumière quittant la Terre met des années entières pour atteindre l'étoile la plus proche. À cette vitesse, traverser notre galaxie prendrait plus longtemps que toute l'histoire humaine enregistrée. L'univers semble ouvert devant nous. Pourtant, la distance le maintient hors de portée. Les mêmes lois physiques qui expliquent la réalité semblent également en imposer les limites. Mais que se passerait-il si cette limite n'était pas aussi définitive qu'on le pensait? Des scientifiques explorent aujourd'hui une méthode qui permettrait d'envoyer des vaisseaux spatiaux à une vitesse 10 fois supérieure à celle de la lumière. Non pas en dépassant la physique, mais en la courbant littéralement. En transformant des voyages qui auraient autrefois duré des siècles en traversées mesurées en années, grâce à des effets d'espace-temps similaires à ceux des moteurs à distorsion, effets qui apparaissent déjà dans des laboratoires. Pour comprendre pourquoi l'idée de voyager plus vite que la lumière est si extraordinaire, il faut d'abord prendre conscience de la vraie nature du problème. L'espace n'est pas seulement vaste au sens poétique. Il est immense d'une façon qui résiste activement à l'intuition. Les distances entre les étoiles sont si extrêmes que même les phénomènes les plus rapides que nous connaissons peinent à y faire une quelconque impression. Prenons la lumière elle-même. La lumière est le signal le plus rapide de l'univers, se déplaçant à environ 300 000 km par seconde. En un seul clignement d'œil, elle peut faire le tour de la Terre plus de 7 fois. Cela semble presque magique, jusqu'à ce qu'on change d'échelle. Même à cette vitesse, la lumière met plus de 4 ans pour atteindre le système stellaire le plus proche au-delà du nôtre. Traverser la Voie lactée, cette galaxie qui paraît si compacte vue depuis la Terre, prendrait à la lumière environ 100 000 ans. Ce ne sont pas des temps de trajet, ce sont des âges géologiques. Comparons maintenant avec nous. Le vaisseau spatial le plus rapide que les humains aient jamais construit se déplace à une infime fraction de la vitesse de la lumière. Même si on l'envoyait directement vers l'étoile la plus proche sans jamais ralentir, le voyage prendrait des dizaines de milliers d'années. Des civilisations naissent et disparaissent en bien moins de temps. Des langues s'éteignent, des continents se déplacent. Une telle mission survivrait à chaque culture qui l'aurait lancée. La destination serait atteinte par une espèce qui ne se reconnaîtrait peut-être plus elle-même. Ce n'est pas une question de technologie insuffisante ou de manque d'ambition. C'est un problème structurel inhérent au fonctionnement du mouvement dans notre univers. Chaque système de propulsion que nous utilisons aujourd'hui repose sur la même idée fondamentale. Rejeter quelque chose vers l'arrière pour avancer. Les fusées chimiques brûlent du carburant. Les moteurs ioniques éjectent des particules chargées. Même les concepts nucléaires les plus futuristes dépendent encore de l'envoi de masse dans une direction pour aller dans l'autre sens. Les détails changent, mais la règle reste la même. Et cette règle a un prix. Plus vous voulez aller vite, plus vous avez besoin d'énergie. Mais l'énergie a une masse, et la masse résiste à l'accélération. En ajoutant du carburant pour aller plus vite, on ajoute aussi du poids, ce qui exige encore plus de carburant. Cette boucle de rétroaction est connue C'est connu sous le nom d'équation de Tsiolkovsky et elle est impitoyable. Chaque petit gain de vitesse devient exponentiellement plus coûteux. Au moment où l'on commence à approcher des vitesses relativistes, les chiffres explosent au-delà de tout ce qui est pratique. C'est là qu'Einstein entre en scène. Il y a plus d'un siècle, sa théorie de la relativité restreinte a révélé que l'espace et le temps ne sont pas indépendants. Ils sont tissés ensemble en un espace-temps et ce tissu impose une règle stricte. Rien possédant une masse ne peut atteindre ou dépasser la vitesse de la lumière. À mesure qu'un objet accélère, son énergie augmente et son inertie effective aussi. À proximité de la vitesse de la lumière, l'énergie nécessaire pour le moindre gain de vitesse supplémentaire devient infinie. Ce n'est pas une limitation technologique. Ce n'est pas quelque chose que de meilleurs moteurs permettraient de résoudre. C'est l'univers qui dit non. Les accélérateurs de particules le confirment chaque jour.
Des particules subatomiques sont propulsées à 99,999% de la vitesse de la lumière. Et conformément aux prédictions, elles se comportent exactement comme Einstein l'avait décrit. Leur masse augmente. Le temps ralentit pour elles. Les besoins en énergie s'envolent. Plus elles s'approchent de la vitesse de la lumière, plus l'univers les repousse. Pendant des décennies, les voyages plus rapides que la lumière ont donc été considérés comme une impasse. On pouvait les imaginer en fiction, mais la physique avait parlé. L'univers avait une limite de vitesse, et la franchir semblait aussi impossible que d'inverser la relation de cause à effet. Même s'approcher de cette limite crée d'autres problèmes. À des vitesses extrêmes, le temps lui-même commence à se comporter étrangement. Pour un voyageur se déplaçant rapidement, les horloges avancent plus lentement que pour ceux restés en arrière. Un voyage qui semble court pour l'équipage pourrait s'étendre sur des décennies ou des siècles sur Terre. On partirait en connaissant sa famille pour revenir dans un monde où tout le monde que l'on connaissait a vieilli ou disparu. La distance devient une séparation non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. L'accélération représente un autre obstacle. Pour atteindre une fraction significative de la vitesse de la lumière dans une vie humaine, les forces impliquées seraient létales. Le corps humain ne peut supporter qu'une accélération limitée avant que les organes défaillent et que les os se brisent. On peut étaler le voyage sur des décennies pour réduire ces forces. Mais alors le problème de distance revient. On échange la survie contre la lenteur. Cette combinaison de limites crée une sorte de piège cosmique. Nous voyons d'autres étoiles clairement. Nous pouvons analyser leurs planètes. Nous pouvons mesurer des atmosphères à des années-lumière et détecter des traces d'eau, de chimie, voire de vie potentielle. Les télescopes sont devenus incroyablement puissants, mais physiquement atteindre ces mondes reste hors de notre portée. C'est comme se tenir sur le rivage d'un océan, capable de voir des îles au loin, mais sans aucun navire capable de traverser l'eau avant que des générations ne passent. Et cela compte bien au-delà de la simple curiosité. Notre système solaire n'est pas un endroit accueillant. Chaque monde au-delà de la Terre est hostile à sa façon. Trop chaud, trop froid, trop radioactif, trop dépourvu d'atmosphère. Même les candidats les plus prometteurs exigent des technologies que nous ne possédons pas encore pour soutenir la vie humaine à long terme. Si l'humanité espère un jour s'étendre au-delà de la Terre de manière significative, les systèmes stellaires proches sont le véritable enjeu. C'est là que se trouvent des planètes qui pourraient ressembler à la nôtre, mais elles se cachent en derrière un mur de distance renforcé par la physique. Longtemps, les scientifiques ont supposé que c'était simplement le prix de la réalité. L'univers permettait l'observation, mais restreignait les déplacements. Nous pouvions apprendre, mais pas aller. Nous pouvions cartographier le cosmos, mais rester confinés dans notre petit voisinage. La science a l'habitude de progresser quand quelqu'un remet en question le cadre plutôt que la conclusion. Au lieu de demander comment aller plus vite, certains physiciens ont commencé à se demander si la vitesse était même le bon concept. Au lieu de combattre l'espace-temps, et si l'espace-temps lui-même pouvait être façonné? Après tout, la gravité fait déjà cela. Les objets massifs courbent l'espace et ralentissent le temps. L'univers s'étend et se développe de lui-même. L'espace n'est pas rigide. Il se déplace, se courbe et évolue. Si l'espace-temps est flexible, alors le mouvement n'a peut-être pas à signifier pousser à travers lui. Cette idée paraît subtile, presque sémantique, mais elle ouvre une porte. Une petite porte au départ. Une porte qui mène à l'écart des moteurs, du carburant et de l'accélération, vers la géométrie, la structure et le comportement plus profond de l'univers lui-même. Et une fois cette porte ouverte, l'impossible commence à paraître négociable. Pour comprendre pourquoi l'idée des voyages à distorsion est si révolutionnaire, il faut comprendre à quel point la vitesse de la lumière est profondément inscrite dans la structure de l'univers. Cette limite n'est pas un chiffre arbitraire choisi par des physiciens.
Ce n'est pas simplement la vitesse à laquelle la lumière se déplace. C'est une propriété fondamentale de l'espace-temps lui-même, une frontière qui façonne la façon dont la cause et l'effet se déroulent à travers la réalité. Quand Einstein a introduit la relativité restreinte au début du 20e siècle, il a renversé l'ancienne idée que l'espace et le temps étaient fixes et absolus. Il a montré qu'ils sont flexibles, interconnectés et dépendants du mouvement. Le temps peut ralentir, les longueurs peuvent se rétrécir. Des événements qui semblent simultanés à un observateur peuvent ne pas l'être pour un autre. Et au centre de tout cela se trouve une seule constante, la vitesse de la lumière. Ce qui rend cette constante si étrange, c'est qu'elle est la même pour tout le monde. Peu importe à quelle vitesse vous vous déplacez, la lumière s'éloigne toujours de vous à la même vitesse. Cela défie la logique quotidienne, mais des expériences l'ont confirmé à maintes reprises. Pour préserver cette règle, l'espace-temps lui-même doit s'ajuster. Le temps s'étire, l'espace se contracte, la réalité se plie pour maintenir la vitesse de la lumière inchangée. De cela découle une conséquence qui semble presque cruelle. Lorsqu'un objet avec de la masse accélère, son énergie augmente et cette énergie se comporte comme une inertie supplémentaire. Plus vous allez vite, plus il devient difficile d'aller encore plus vite. Près de la vitesse de la lumière, cette résistance devient écrasante. Les équations montrent qu'atteindre la vitesse de la lumière nécessiterait une énergie infinie. Pas une grande quantité, pas une quantité impraticable, infinie. Ce seul mot ferme la porte au voyage conventionnel plus rapide que la lumière. Ce qui rend cela encore plus restrictif, c'est que les conséquences apparaissent bien avant d'atteindre la limite. À des fractions élevées de la vitesse de la lumière, la dilatation temporelle devient dramatique. Un voyageur se déplaçant assez vite vivrait le temps, passant beaucoup plus lentement que les personnes restées à la maison. Un aller-retour vers une étoile lointaine pourrait sembler court pour l'équipage, mais des décennies ou des siècles pourraient s'écouler sur Terre. La distance devient une séparation non seulement dans l'espace, mais dans l'histoire. Cela seul transformerait l'exploration humaine. Les missions ne seraient plus des expériences partagées. Les voyageurs reviendraient vers des civilisations qui avaient évolué sans eux. Les langues auraient changé. Les cultures auraient évolué. L'univers ne serait pas seulement loin, il serait désynchronisé. Pendant des générations, les physiciens ont accepté cela comme la réponse finale. Mais il y avait un détail subtil caché dans le travail d'Einstein qui allait plus tard changer la conversation. Bien que la relativité interdise aux objets de se déplacer dans l'espace plus vite que la lumière, elle ne dit rien sur la vitesse à laquelle l'espace lui-même peut se déplacer. Cette distinction semble triviale au premier abord, presque un jeu de mots. Mais la cosmologie montre qu'il n'en est rien. À grande échelle, l'espace n'est pas statique. Il s'étend. En fait, des régions de l'univers s'éloignent de nous plus vite que la lumière. Non pas parce que des galaxies se déplacent dans l'atmosphère et dans l'espace à ces vitesses, mais parce que l'espace entre nous et elles s'étire. Cela ne viole pas la relativité, car rien localement ne dépasse la lumière. C'est l'espace-temps lui-même qui se déplace. Cette réalisation a ouvert un étroit espace conceptuel. Si l'espace peut naturellement s'étendre plus vite que la lumière, alors le mouvement ne nécessite peut-être pas toujours une accélération dans l'espace. Il existe peut-être des façons d'exploiter la géométrie de l'espace-temps lui-même, plutôt que de la combattre avec des moteurs et du carburant. Cette idée nécessitait d'abandonner l'image intuitive du mouvement comme quelque chose qui se produit dans l'espace, comme un navire traversant un océan. Elle suggérait plutôt une vision plus profonde, où l'espace lui-même fait partie du mécanisme. Non pas un décor, mais un acteur. La relativité générale elle-même a d'abord été perçue comme une théorie élégante, mais impraticable, jusqu'à ce que les satellites GPS révèlent que sans tenir compte de la dilatation temporelle, la navigation moderne échouerait en quelques minutes.
Les mêmes équations qui imposent la limite de vitesse cosmique décrivent également comment l'espace-temps se courbe, s'étire et s'écoule. La gravité n'est pas une force au sens traditionnel, c'est de la géométrie. Si la géométrie gouverne le mouvement, alors changer la géométrie pourrait changer ce que signifie le mouvement. C'est le point pivot. Au lieu de demander comment faire aller un vaisseau spatial plus vite, certains physiciens ont commencé à demander si on pouvait faire voyager l'espace-temps à la place. Non pas en violant la relativité, mais en l'utilisant pleinement. Le vaisseau ne dépasserait pas la lumière localement. Il resterait au repos dans sa propre région d'espace-temps, tandis que l'espace-temps autour de lui se déplacerait. En 1994, un physicien nommé Miguel Alcubierre a posé une question trompeusement simple. Si la relativité générale permet à l'espace-temps de se courber de manière extrême, pourrait-on l'arranger dans une configuration qui déplace une région d'espace plus vite que la lumière sans violer aucune loi physique? Il n'essayait pas de construire un vaisseau spatial. Il explorait les mathématiques des équations d'Einstein à la recherche de solutions qui avaient été négligées. Ce qu'il a trouvé a surpris tout le monde. Alcubierre a découvert que les équations de la relativité générale permettent une géométrie très étrange. Dans cette configuration, l'espace-temps se contracte devant une région et se dilate derrière elle. La région elle-même, pensez-y comme une bulle, reste localement plate et calme à l'intérieur. Rien n'accélère. Le temps s'écoule normalement. La physique se comporte exactement comme sur Terre. Pourtant, la bulle dans son ensemble peut se déplacer arbitrairement vite par rapport à des observateurs distants. Ce n'était pas de la logique de science-fiction. C'étaient des mathématiques rigoureuses dérivées directement des équations de champ d'Einstein. L'idée clé était la suivante. La relativité interdit aux objets de se déplacer dans l'espace plus vite que la lumière, mais elle ne place aucune limite universelle sur la façon dont l'espace-temps lui-même peut changer. Pour le visualiser, imaginez-vous sur un tapis roulant dans un aéroport. Vous ne marchez pas plus vite que vos limites physiques ne le permettent. Vous êtes immobile par rapport à la surface sous vos pieds. Pourtant, vous vous déplacez rapidement par rapport au terminal parce que le tapis roulant lui-même bouge. Dans le modèle d'Alcubierre, le vaisseau spatial est immobile dans son propre espace-temps pendant que l'espace-temps lui-même effectue le voyage. À l'intérieur de la bulle, il n'y a pas d'accélération, pas de forces écrasantes, pas de dilatation temporelle par rapport à la Terre. Les membres d'équipage n'éprouveraient pas les effets brutaux associés au voyage à des vitesses proches de celles de la lumière. Ils se sentiraient au repos pendant que l'univers se réorganise autour d'eux. Cela résolvait plusieurs problèmes à la fois. La limite de vitesse ne s'appliquait plus de la façon habituelle, car rien localement ne dépassait la vitesse de la lumière. Le problème énergétique passait de l'infini au fini. Les limites biologiques de l'accélération disparaissaient. Même la dilatation temporelle, cette cruelle séparation des voyageurs de leur époque, s'évanouissait. Le vaisseau arriverait sans que les passagers soient devenus des siècles plus jeunes ou plus vieux que tout le monde. Sur le papier, c'était stupéfiant. Mais il y avait un obstacle, et de taille. La géométrie d'espace-temps qu'Alcubierre décrivait nécessitait une forme exotique d'énergie. Pas de l'antimatière, pas de la matière noire, quelque chose de plus étrange encore. Ces équations exigeaient des régions de densité d'énergie négative. Une énergie qui se comporte à l'opposé de tout ce que nous observons normalement. Au lieu de tirer l'espace-temps vers l'intérieur comme le fait la masse, cette énergie le pousserait vers l'extérieur. L'énergie négative n'est pas quelque chose que nous rencontrons dans la vie quotidienne. Chaque forme connue de matière et d'énergie que nous observons possède une densité d'énergie positive. La gravité attire. La masse courbe l'espace-temps vers l'intérieur. La bulle d'Alcubierre, cependant, nécessite un anneau d'espace-temps qui se courbe dans le mauvais sens. Cela a immédiatement suscité du scepticisme. De nombreux physiciens ont d'abord rejeté l'idée.
non pas parce que les mathématiques étaient fausses, mais parce que les ingrédients requis semblaient fictifs. Alcubierre lui-même ne prétendait pas que le moteur était pratique. Il le présentait comme une possibilité mathématique, pas comme un plan de construction. Les estimations d'énergie étaient brutales. Les premiers calculs suggéraient qu'on aurait besoin de plus d'énergie que la masse de planètes entières convertie en énergie négative exotique juste pour créer une petite bulle. Cela plaçait le concept bien au-delà de toute technologie imaginable. Pourtant, même là, quelque chose d'important avait changé. La demande d'énergie, bien qu'énorme, n'était plus infinie. Cela seul la rendait fondamentalement différente des schémas conventionnels de voyage supraluminiques. La physique traite les exigences infinies comme des impossibilités absolues. Les exigences finies, aussi grandes soient-elles, sont des problèmes d'ingénierie, du moins en principe. Tout commence avec la physique quantique, qui a une façon de contredire l'intuition. Selon la mécanique quantique, l'espace vide n'est pas vide. Même dans un vide parfait, les champs fluctuent constamment. Des particules virtuelles scintillent dans l'existence et disparaissent à nouveau, empruntant de l'énergie pendant des moments inimaginablement brefs avant de la rendre. Cette activité incessante donne à l'espace un niveau d'énergie de base, souvent appelé énergie du vide. L'une des démonstrations les plus importantes de cela est l'effet Casimir. Lorsque deux plaques métalliques non chargées sont placées extrêmement près l'une de l'autre, les fluctuations quantiques entre elles sont limitées. Certaines longueurs d'onde de particules virtuelles ne peuvent pas tenir dans l'espace étroit alors qu'elles restent libres d'exister à l'extérieur. Ce déséquilibre crée une différence de pression qui pousse les plaques l'une vers l'autre, produisant une force sans explication classique. Ce qui importe ici, ce n'est pas la force elle-même, mais ce qu'elle révèle. L'espace entre les plaques contient moins d'énergie que le vide environnant. Par rapport à son environnement, il se comporte comme une région de densité d'énergie négative. Cet effet a été mesuré à plusieurs reprises, confirmé expérimentalement et intégré à la physique moderne. L'énergie négative, dans ce sens limité et hautement contrôlée, est réelle. Cette réalisation n'a pas résolu le problème d'énergie de la distorsion, mais elle en a fondamentalement changé la nature. La question n'était plus de savoir si l'énergie négative pouvait exister. La question était de savoir si de tels effets pourraient ne jamais être amplifiés, façonnés et maintenus à des échelles suffisamment grandes pour être utiles. Pendant ce temps, les théoriciens ont revisité les modèles de distorsion originaux avec un état d'esprit plus pratique. La solution initiale d'Alcubierre avait été conçue pour la clarté mathématique plutôt que pour l'efficacité. Quand les chercheurs ont commencé à assouplir ces hypothèses, à lisser les gradients, à remodeler la bulle, à permettre des configurations dynamiques plutôt que statiques, les besoins en énergie ont commencé à diminuer. Pas lentement, mais de façon spectaculaire. De petits changements de géométrie ont produit d'énormes changements dans les chiffres. Les demandes d'énergie ont chuté de plusieurs ordres de grandeur, transformant le problème d'un problème nécessitant des ressources à l'échelle planétaire en un problème qui, bien que toujours hors de portée, ne violait plus le bon sens concernant les limites de l'univers. L'énergie requise était encore extrême, mais elle était finie et sensible à la conception. Cette distinction comptait. Au début des années 2000, des expériences menées par des chercheurs affiliés à la NASA ont exploré cette idée à l'aide d'instruments très sensibles et de systèmes électromagnétiques soigneusement arrangés. Les effets qu'ils recherchaient étaient extraordinairement petits, enfouis sous le bruit et les interférences environnementales. Aucune propulsion n'était attendue, seulement de la géométrie. Ce qu'ils ont rapporté était subtil mais significatif. Des mesures suggéraient que l'espace-temps se comportait de manière cohérente, avec des configurations théoriques de distorsion, non pas comme un mouvement, mais comme une structure. Les distorsions étaient minuscules, fugaces et loin d'être utiles. Pourtant, elles s'alignaient sur des prédictions,
plutôt que sur des fluctuations aléatoires. Cet alignement comptait plus que l'échelle. La physique n'exige pas de praticabilité pour reconnaître l'existence. Si un phénomène peut se produire à n'importe quelle échelle, alors il appartient au comportement autorisé de l'univers. À partir de là, le défi devient une question de croissance plutôt que de permission. L'énergie sombre est la mystérieuse composante qui drive l'expansion accélérée de l'univers. Elle représente environ 70% de toute l'énergie qui existe. Pourtant, elle ne se regroupe pas, ne rayonne pas et ne se comporte pas comme une forme connue de matière. Sa caractéristique déterminante est une pression négative, une tendance à pousser l'espace à part plutôt qu'à l'attirer ensemble. Cette propriété ressemble de façon troublante à ce que les géométries de distorsion exigent. Certains physiciens ont commencé à se demander si l'énergie sombre et les densités d'énergie négative nécessaires au champ de distorsion étaient liées, peut-être même des manifestations du même phénomène sous-jacent. Si l'espace-temps contient déjà une composante énergétique qui drive naturellement l'expansion, alors la technologie de distorsion pourrait dépendre de l'apprentissage de la façon de moduler ou rediriger ce comportement localement plutôt que de fabriquer quelque chose d'entièrement nouveau. Cette idée reste spéculative. Nous ne savons pas ce qu'est l'énergie sombre, comment elle se comporte à petite échelle ou si elle peut être influencée. Pourtant, la possibilité que l'univers contienne déjà partout l'ingrédient requis recadre profondément le problème. Au lieu de créer de l'énergie exotique, les moteurs à distorsion pourraient reposer sur la compréhension et le façonnage d'une propriété de l'espace-temps qui existe déjà. Une fois que les physiciens ont accepté que des distorsions d'espace-temps similaires à celles de la distorsion pourraient sans être physiquement possibles, une question inattendue a émergé, qui a déplacé l'attention loin de la construction d'une telle technologie vers quelque chose de bien plus subtil. Si l'espace-temps peut être délibérément façonné, alors ces distorsions devraient laisser des traces. Et si des traces existent, alors peut-être que l'univers lui-même pourrait révéler si un voyage plus rapide que la lumière s'est déjà produit quelque part d'autre. Cette idée repose sur un fait fondamental. L'espace-temps n'est pas silencieux. Lorsque des objets massifs accélèrent, ou lorsque l'espace-temps change de forme, il répond en envoyant des ondulations connues sous le nom d'ondes gravitationnelles. Ces ondes sont des distorsions de l'espace-temps lui-même, étirant et comprimant l'espace à mesure qu'elles passent, transportant des informations sur les événements qui les ont créées. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, les ondes gravitationnelles étaient purement théoriques. Einstein les a prédites en 1916, mais même lui doutait qu'elles soient jamais détectées. Elles sont extraordinairement faibles au moment où elles atteignent la Terre, diluées sur des distances inimaginables. Pourtant, en 2015, des détecteurs les ont finalement observées. 2 trous noirs sont entrés en collision à plus d'1 milliard d'années-lumière, et le léger tremblement qu'ils ont produit a été mesuré ici, plus petit que la largeur d'un proton. Ce moment a changé la physique de façon permanente. Il a prouvé que l'espace-temps transporte des messages à travers l'univers et qu'avec des instruments suffisamment sensibles, nous pouvons les lire. Depuis lors, des dizaines d'événements d'ondes gravitationnelles ont été détectés, chacun étant un événement cosmique violent enregistré directement dans le tissu de la réalité. Ce succès a conduit à une idée provocatrice. Si les collisions de trous noirs génèrent des ondes gravitationnelles, alors les distorsions d'espace-temps construites devraient faire de même. Une bulle de distorsion n'est pas un ajustement délicat. Elle implique une compression et une expansion soutenue de l'espace-temps lors de son déplacement. Selon la relativité générale, un tel comportement doit produire un rayonnement gravitationnel. Surtout, le motif de ce rayonnement différerait des sources astrophysiques naturelles. Les fusions de trous noirs produisent de brefs gazouillis ascendants. Les collisions d'étoiles à neutrons laissent des signatures différentes. Une bulle de distorsion, en revanche, générerait une perturbation d'espace-temps directionnelle persistante,
se déplaçant de manière cohérente plutôt qu'en éclatant brièvement. Les simulations suggèrent qu'un tel signal serait difficile à confondre avec des événements cosmiques connus, à condition que les détecteurs soient suffisamment sensibles. Cela a ouvert une possibilité remarquable. Au lieu d'attendre des siècles pour développer nous-mêmes la technologie de distorsion, nous pourrions chercher des preuves que quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Ces dernières années, des chercheurs ont modélisé à quoi ressemblerait une bulle de distorsion en mouvement pour les observatoires d'ondes gravitationnelles. Ces études prédisent des plans des plages de fréquences distinctes et des motifs de polarisation liés à la géométrie et au mouvement de la distorsion d'espace-temps. Bien qu'aucune détection confirmée n'existe encore, l'astronomie des ondes gravitationnelles est encore extrêmement jeune. Nous écoutons sérieusement depuis moins d'une décennie, en utilisant des instruments à peine capables de détecter les événements les plus bruyants de l'univers. Cela est sur le point de changer. Au cours de la prochaine décennie, des améliorations des détecteurs existants et le déploiement d'observatoires spatiaux comme LISA étendront considérablement notre sensibilité, notamment aux basses fréquences où certaines signatures de type distorsion sont attendues. Si une civilisation avancée n'importe où dans notre voisinage cosmique utilise une technologie de manipulation de l'espace-temps, même avec parcimonie, elle pourrait laisser derrière elle des ondulations qui se propagent vers l'extérieur pendant des millions ou des milliards d'années. Ces ondulations arriveraient longtemps après que le vaisseau lui-même soit passé, transportant des informations sur sa structure et son mouvement. En effet, l'espace-temps préserverait un enregistrement fossile d'une technologie avancée. Cela transforme la recherche en une forme d'archéologie cosmique. Nous n'aurions pas besoin de voir directement des vaisseaux spatiaux ou d'intercepter des communications. Nous n'aurions qu'à identifier un signal d'espace-temps qui ne peut pas être expliqué par des processus astrophysiques connus. L'univers fournirait les données. Notre rôle serait l'interprétation. Les implications sont extraordinaires. Une détection confirmée d'une signature d'espace-temps construite répondrait immédiatement à deux questions profondes. Elle confirmerait que nous ne sommes pas la seule civilisation technologique dans l'univers. Et elle démontrerait que les voyages plus rapides que la lumière sont physiquement réalisables. Le débat passerait du jour au lendemain de la possibilité à la réplication. Plus significativement encore, une telle détection offrirait des indications. Ces signaux d'ondes gravitationnelles encodent des informations sur les systèmes qui les produisent. En analysant une signature de type distorsion, les physiciens pourraient en déduire la géométrie de la bulle, la distribution d'énergie et la dynamique de propulsion. Ce serait une forme de rétro-ingénierie à des distances cosmiques, extrayant des principes de conception de l'espace-temps lui-même. Cette approche n'est pas sans précédent. L'humanité a souvent appris comment la nature fonctionne en observant avant de construire. Nous comprenions la fusion stellaire bien avant de construire des réacteurs. Nous avons cartographié le mouvement planétaire des siècles avant de lancer des vaisseaux spatiaux. L'observation a toujours guidé l'ingénierie. Si les voyages à distorsion deviennent jamais réels, leur impact s'étendrait bien au-delà des systèmes de propulsion et de la conception des vaisseaux spatiaux. Il représenterait un changement fondamental dans la façon dont l'humanité se rapporte à l'univers, parce que les voyages plus rapides que la lumière ne concernent pas seulement le fait d'atteindre des endroits lointains plus rapidement. Il s'agit de dissoudre l'une des contraintes les plus anciennes qui ont façonné la civilisation, la tyrannie de la distance. Pendant toute l'histoire humaine, la distance a dicté ce qui était possible. Elle déterminait jusqu'où les idées pouvaient se répandre, comment les cultures évoluaient et comment les civilisations naissaient et disparaissaient. Même nos plus grands bons technologiques, navires, trains, avions, fusées, n'ont jamais vraiment échappé à cette règle. Ils ont réduit le temps de voyage, mais n'ont jamais supprimé la barrière elle-même. La distance comptait encore. Le temps s'accumulait encore. La séparation avait encore un coût. Les voyages à distorsion changeraient complètement cette relation.
Les étoiles qui n'existent aujourd'hui que comme des points de lumière abstraits deviendraient des destinations accessibles. Non pas des objectifs symboliques pour des générations lointaines, mais des endroits qui pourraient être visités, étudiés, et dont on pourrait revenir au cours d'une seule vie. Le ciel nocturne cesserait d'être un décor statique pour devenir un paysage navigable, où les distances se mesurent non pas en millénaires, mais en années, voire en semaines. Ce changement transformerait immédiatement l'exploration scientifique. Aujourd'hui, l'astronomie est largement un exercice de déduction. Nous analysons des spectres lumineux et des effets gravitationnels pour comprendre des objets que nous ne pouvons jamais toucher. Les voyages à distorsion remplaceraient la déduction par la présence. Au lieu de modéliser des atmosphères d'exoplanètes, nous pourrions les échantillonner. Au lieu de supposer une géologie alien, nous pourrions la parcourir. Des branches entières de la science passeraient de la télédétection à l'expérimentation directe. Le rythme de découverte s'accélérerait considérablement. Des boucles de rétroaction qui prennent actuellement des décennies ou des siècles se comprimeraient en échelle de temps humaine. Une mission pourrait partir, recueillir des données, rencontrer des phénomènes inattendus et revenir avec des réponses assez rapidement pour remodeler des théories pendant que la même génération de scientifiques est encore en vie. La colonisation, elle aussi, entrerait dans une nouvelle catégorie de possibilités. Aujourd'hui, même Mars représente un défi monumental qui étire les ressources, la psychologie et la logistique à leurs limites. Les mondes en orbite autour d'autres étoiles sont hors de toute planification sérieuse, n'existant que dans des discussions spéculatives et des rêves lointains. Les voyages à distorsion ne rendraient pas la colonisation simple, mais ils la rendraient concevable. Des systèmes stellaires entiers pourraient être systématiquement sondés. Des mondes pourraient être évalués pour leur habitabilité, leur stabilité et leur potentiel à long terme. Une espèce confinée à une seule planète est fragile. Une espèce répandue sur plusieurs systèmes stellaires est résiliente d'une façon qui transforme complètement son avenir. Les catastrophes naturelles, les impacts d'astéroïdes, les catastrophes climatiques, même l'évolution stellaire elle-même ne représenterait plus des menaces existentielles. La survie deviendrait distribuée plutôt que centralisée. Pourtant, cette expansion comporterait des risques aussi importants que ses récompenses. La technologie de distorsion serait l'outil le plus puissant que l'humanité ait jamais développé, et le pouvoir amplifie les intentions plutôt que de les remplacer. Un système capable de manipuler l'espace-temps pourrait être utilisé à des fins d'exploration, de coopération et de survie. Mais il pourrait aussi être militarisé de façon que les cadres actuels ont du mal à imaginer. L'histoire n'offre guère de réconfort ici. Chaque technologie transformatrice, de la métallurgie à l'énergie nucléaire, a été utilisée à la fois de façon constructive et destructive. Les voyages à distorsion multiplieraient cette dualité. Sans coopération mondiale, gouvernance partagée et retenue éthique, le même outil qui ouvre les étoiles pourrait approfondir la division et le conflit. Il y a aussi des inconnus physiques qui ne peuvent pas être ignorés. Nous ne savons pas encore si des manipulations répétées de l'espace-temps pourraient produire des effets cumulatifs. L'espace-temps, c'est résilient, mais il n'est peut-être pas infiniment indulgent. Tout comme les écosystèmes tolèrent de petites perturbations, mais s'effondrent sous un stress prolongé, le tissu de l'univers pourrait avoir des seuils que nous n'avons pas encore identifiés. Les voyages à distorsion pourraient même exiger des limites, non pas pour des raisons politiques ou morales, mais à cause de la physique elle-même. Il y a aussi la dimension psychologique, que la technologie seule ne peut pas résoudre. Les êtres humains ont évolué dans des limites spatiales étroites. Notre sens de la maison, de l'identité et de l'appartenance est profondément lié au lieu,
Devenir une espèce interstellaire étirerait ces concepts de façons imprévisibles. Que signifie appartenir à une planète quand atteindre une autre étoile n'est plus extraordinaire? Comment la culture évolue-t-elle quand la séparation perd son pouvoir d'isoler? L'histoire suggère que l'expansion remodèle l'identité autant que la géographie. L'isolement engendre la divergence. La connectivité engendre la convergence. Les voyages à distorsion pourraient faire les deux simultanément, créant une civilisation unifiée par l'accès, mais diversifiée par l'environnement. Des branches entières de l'humanité pourraient s'adapter à des mondes différents, différents ciels, différents rythmes de jour et de nuit. Le concept même d'être humain pourrait commencer à s'estomper. Mais peut-être que l'implication la plus troublante se situe au-delà des changements internes de l'humanité. Si les voyages à distorsion sont possibles, et si la manipulation de l'espace-temps laisse des signatures détectables, alors le succès ne ferait pas nécessairement de nous des pionniers. Il pourrait révéler que nous sommes en retard dans la conversation. L'univers pourrait déjà contenir des civilisations qui ont résolu ces problèmes il y a longtemps, façonnant tranquillement l'espace-temps de manière que nous commençons seulement à détecter. Dans ce contexte, développer les voyages à distorsion ne serait pas seulement une réalisation technologique. Ce serait une annonce, une admission que l'humanité a appris à écrire sa présence dans le tissu du cosmos lui-même, dans un langage que l'espace-temps comprend. Cette réalisation recadre toute la démarche. Les voyages à distorsion ne consistent pas simplement à s'étendre vers l'extérieur. Il s'agit de devenir visible à l'échelle cosmique, de franchir un seuil où nos actions ne restent plus confinées à un seul système stellaire, mais résonnent à travers de vastes régions de l'univers. Cela nous amène à une vérité sobre. La question des voyages plus rapides que la lumière n'est plus purement scientifique. Elle est philosophique. Elle nous force à nous demander quel type d'espèce nous entendons être. Une fois que la distance ne nous protège plus de nous-mêmes, une fois que les étoiles ne sont plus des abstractions lointaines, mais des réalités accessibles, allons-nous nous étendre avec soin, curiosité et respect pour les environnements que nous rencontrons? Ou porterons-nous de vieux conflits dans une arène beaucoup plus grande, en multipliant leurs conséquences au-delà de tout ce que l'histoire nous a préparé à affronter? L'univers ne répondra pas à ces questions à notre place. Il répondra seulement à ce que nous choisissons de faire. Si les voyages à distorsion deviennent possibles, ils marqueront le moment où l'humanité passe d'une civilisation définie par ses limites à une définie par sa responsabilité. Les étoiles ne nous jugeront pas, mais elles se souviendront de nous, car l'espace-temps n'oublie pas les perturbations inscrites dans sa structure. Pour l'instant, les voyages plus rapides que la lumière restent une affaire inachevée. Les équations existent. Les lacunes sont réelles. Les expériences sont discrètes, subtiles et incomplètes. Nous ne sommes plus dans un univers qui dit jamais, mais nous ne sommes pas encore dans un qui dit maintenant. Et cet espace entre les deux est là où vivent généralement les moments les plus importants de la science. Chaque grand bond dans la capacité humaine a commencé ainsi, avec des idées qui semblaient déraisonnables jusqu'à ce que des preuves éliminent lentement les raisons de les ignorer. Le vol semblait impossible jusqu'à ce que l'air lui-même soit compris. L'énergie nucléaire était rejetée comme de la fantaisie jusqu'à ce que les atomes révèlent leur structure. Chaque fois, l'univers n'a pas changé ses règles. Nous avons changé notre compréhension de celles-ci. Les voyages à distorsion se trouvent au même seuil. Il se peut que les demandes d'énergie ne cèdent jamais, que des lois plus profondes interviennent pour protéger la causalité, ou que l'espace-temps résiste à la manipulation soutenue de façon que nos équations ne peuvent pas encore prédire. Si cela se produit, l'effort aura quand même compté, car il nous aura appris quelque chose de fondamental sur les limites de la réalité et notre place en son sein. Mais si l'univers permet ce chemin, même de façon étroite,
alors l'avenir s'ouvre de façon qui redessine l'histoire humaine. Non pas un accès instantané à tout, non pas une liberté illimitée, mais quelque chose de bien plus significatif. La capacité d'explorer notre voisinage cosmique à des échelles de temps humaines, de transformer des étoiles lointaines de symboles inaccessibles en horizons accessibles. La question n'est plus de savoir si l'univers est assez vaste pour être exploré. Nous savons déjà qu'il l'est. La vraie question est de savoir si nous apprendrons suffisamment, avec patience et responsabilité, à franchir les frontières qui nous ont jadis définies. Quelque part, inscrite dans l'espace-temps lui-même. La réponse existe peut-être déjà. Un rayon de lumière quittant la Terre met des années entières pour atteindre l'étoile la plus proche. À cette vitesse, traverser